Dans cette vidéo, nous allons répondre au sujet dialectique suivant. Peut-on encore parler de classe sociale dans les sociétés post-industrielles? Bien évidemment, nous allons privilégier le cas de la France. Alors, nous allons tout d'abord commencer à remettre en cause l'existence des classes sociales, notamment en utilisant la notion de moyennisation de la société. Par la suite, nous allons montrer que les individus se considèrent davantage comme moyens, qui sont de plus en plus complexes et qui n'ont pas véritablement de sentiment d'appartenance à une classe sociale donnée. D'un autre côté, on verra qu'il est toujours possible de parler dans une certaine mesure de classe sociale, puisqu'on a toujours des inégalités d'ordre économique qui structurent la société, et on a toujours des comportements de classe, des styles de vie qui sont très différenciés. Alors, commençons tout d'abord avec la notion de moyennisation. Tout d'abord, il faut savoir que les transformations sociales de ces dernières décennies remettent totalement en cause les analyses de type marxiste. Celles-ci reposent sur une vision bipolaire de la société, avec d'un côté les capitalistes, de l'autre les prolétaires, la classe ouvrière. Or, on a observé un très fort déclin des catégories sociales à forte identité. Si on a un fort déclin des catégories sociales à forte identité, mécaniquement, cela remet en cause l'analyse marxiste, puisqu'on ne pourra pas avoir de sentiment d'appartenance qui mènera à une lutte des classes. Je pense notamment aux ouvriers, qui constituent un groupe très traditionnellement contestataire et qui ont vu leurs effectifs diminuer continuellement depuis le milieu des années 70. Ils représentaient 35% de la population active à cette époque. Aujourd'hui, ils représentent 13 points de moins, environ 22% de la population active. Cela s'explique essentiellement par la tertiarisation, la robotisation, mécanisation, les nouvelles formes d'organisation du travail, les délocalisations avec la concurrence des pays à bas salaire, etc. D'un autre côté, on a également eu un autre groupe social à forte identité qui a connu un fort déclin. Il s'agit du groupe des agriculteurs qui connaît une diminution continue depuis la Seconde Guerre mondiale. Il faut bien se dire que en 1936, un actif sur 4 était agriculteur. Aujourd'hui, c'est 1 sur 30. Bon, entre-temps, la mécanisation, l'augmentation de la taille des exploitations, qui a permis de mieux utiliser justement des biens de production durables comme des tracteurs géants par exemple, tout cela a conduit à des gains de productivité et par là même à une réduction du nombre nécessaire d'agriculteurs. D'un autre côté, on a eu au contraire des catégories sociales beaucoup moins revendicatrices qui se sont développées. Je pense notamment à la catégorie des employés, des professions intermédiaires, des cadres et des professions intellectuelles supérieures, qui occupent un poids de plus en plus important dans la population active. À elles seules, ces trois catégories pèsent pour 71% des actifs. Bon, c'est essentiellement dû à la tertiarisation de l'économie, le fait qu'il y ait eu une ouverture croissante de l'enseignement à de nouvelles catégories d'individus, et tout cela, effectivement, fait que ces catégories occupent un poids plus important, or elles sont moins revendicatrices, ce qui fait qu'elles n'ont pas nécessairement pour objectif de renverser l'ordre établi, et donc cela n'aboutit pas nécessairement, même pas du tout d'ailleurs, à une lutte des classes, comme l'envisageait bien évidemment Marx. Alors, les transformations sociales remettent en cause l'analyse marxiste, et notamment permettent d'aboutir à ce que l'on appelle une moyennisation. Cela a été mis en évidence par Henri Mandras. La moyennisation, c'est le développement d'une vaste classe moyenne qui inclurait en fait finalement une très très grande partie des actifs, que ce soit une partie des cadres professions intellectuelles supérieures, la totalité des professions intermédiaires, une grande partie des indépendants, des employés et une plus petite des ouvriers. On a ce qu'on appelle une vision cosmographique en fait de Mandras. Il regarde la société tel un ciel étoilé où il n'y aurait plus vraiment de haut et de bas, alors que dans la société, dans la société telle qu'elle a pu être analysée par Marx, on a une vision binaire, bipolaire,
En haut, les capitalistes, en bas, les prolétaires. Dans la vision cosmographique de Mandras, les relations sociales sont pacifiées. On n'a pas de rapports sociaux conflictuels. En fait, la société est structurée autour de la constellation centrale et non plus autour d'une opposition, d'un antagonisme de classe, d'un côté capitaliste et de l'autre prolétaire. Alors, il n'empêche pas, évidemment, d'avoir toujours une petite élite, hein, une petite pauvreté, mais l'essentiel de la société se trouve dans le ventre mou que constituent en fait les classes moyennes. Alors ce processus de moyennisation en fait présente certaines caractéristiques. Donc déjà, bien évidemment, les frontières qu'on observait traditionnellement entre groupes sociaux ont tendance à s'effacer, hein. On a en fait un recul des groupes sociaux à très très forte identité, donc les ouvriers et les agriculteurs, tel qu'on avait pu déjà l'évoquer. On a un développement de la mobilité sociale, donc nécessairement c'est plus compliqué d'avoir un sentiment d'appartenance à une classe sociale donnée si l'on peut plus facilement se mouvoir, hein, bouger sur l'échiquier social. On a une massification de l'enseignement qui va également justement faciliter la mobilité sociale, qui va faciliter la diffusion d'un certain nombre de modes de vie, une certaine uniformisation. Donc on a une convergence au niveau des biens consommés, un accroissement global des taux d'équipement. On va avoir des comportements, des pratiques qui auront tendance à se rapprocher. Par exemple, le nombre d'enfants par famille aura tendance à s'homogénéiser, alors qu'autrefois, par exemple, dans les familles d'agriculteurs, on avait beaucoup plus d'enfants que dans les autres catégories sociales. Et on va avoir globalement une réduction des écarts de revenus, notamment durant bien évidemment la période des 30 glorieuses. Pour cela, je vous renvoie à la vidéo sur l'évolution des inégalités à long terme. Ce processus de moyennisation a entre autres été permis grâce au rôle fondamental de l'État-providence et aussi grâce au soutien sans précédent de la croissance économique durant les 30 glorieuses. Alors dans un deuxième temps, on va voir que les individus en fait sont un peu différents, hein. Ils se considèrent davantage comme moyens, autrement dit, ils ont plus l'impression d'appartenir aux classes moyennes et ils sont de plus en plus compliqués en fait à analyser, hein. Dans la théorie de Marx, bon, les rapports sociaux, ils sont conflictuels, hein, donc ils reposent sur l'existence de classes pour soi. La conscience de classe joue un rôle super important. Pas de conscience de classe, pas de conflictualité. De nos jours, il faut savoir que 60% des individus pensent appartenir à une classe, enfin, qui pensent appartenir à une classe sociale donnée, ont tendance à considérer qu'ils font partie des classes moyennes. Ça veut dire que vous allez voir en fait des ouvriers et vous leur demandez à quelle classe sociale pensez-vous appartenir. Un nombre non négligeable vous répondra classe moyenne. Vous allez voir des professions intermédiaires et des cadres et vous leur posez la même question, à quelle classe sociale pensez-vous appartenir? Et là, on aura un nombre important qui vont répondre classe moyenne. Donc en fait, la conscience de classe, mais la conscience propre à une classe sociale donnée, est en fort déclin. La conscience de classe ouvrière a véritablement, littéralement explosé. Maintenant, on a l'impression de faire partie des classes moyennes. Le problème des classes moyennes, c'est qu'elles n'ont pas véritablement de conscience de classe, en fait. Alors, qu'est-ce qui explique l'émergence de ce pseudo-sentiment d'appartenance à une vaste classe moyenne? Déjà, le déclin des institutions traditionnelles qui encadraient le mouvement ouvrier. On pense au Parti communiste français, on pense aux syndicats. Ils connaissent un déclin exceptionnellement élevé qui fait que cela ne va pas contribuer à pérenniser, à faire durer justement la conscience de classe ouvrière. On pense aux banlieues rouges, évoquées par Dubay, hein, ces quartiers spécifiques, hein, dans des régions industrielles où l'on n'avait que des ouvriers qui votaient communistes, qui étaient encadrés par les syndicats, qui mettaient leurs enfants dans les mêmes colonies. Ces bastions industriels ont entre-temps été décimés par le chômage, hein, par la précarité. On a également une montée de l'individualisme qui fait qu'il est beaucoup plus difficile de développer une conscience de classe, hein. On est plus dans la lutte pour les places que la lutte pour les classes, en fait, de nos jours, hein. Tocqueville a beaucoup analysé cette notion d'individualisme et a montré effectivement cette prise de distance avec les questions d'ordre sociétal que peuvent être le chômage, la précarité ou autres. Alors, dans la théorie bourdieusienne traditionnelle, les individus sont influencés par leur habitus de classe, hein. On a des rapports de domination, notamment dans la sphère culturelle, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir hiérarchiser en fait les différentes classes sociales. Tout cela est remis en cause par le fait qu'on a une nouvelle vision qui s'est développée grâce à Laïr, c'est notamment le concept d'homme pluriel. L'homme
pluriel, c'est quelqu'un qui justement n'a pas toujours vécu à l'intérieur d'un seul en fait et unique univers socialisateur. C'est quelqu'un qui a traversé en fait des champs sociaux. C'est quelqu'un qui a noué de nombreuses relations avec des individus issus d'autres milieux sociaux, des individus qui ont été socialisés différemment, qui sont donc porteurs de normes, de valeurs, de comportements qui peuvent être en totale contradiction avec le premier individu. Et donc en fait, cet homme pluriel est quelqu'un de multiple. Ces expériences multiples font qu'il va avoir des goûts, des préférences qui peuvent quelquefois être fortement détachés de ce qui lui a été transmis à l'origine par son milieu social. Or, comment peut-on structurer une société en classe sociale si les individus n'ont pas véritablement de sentiment d'appartenance et s'ils ont des pratiques culturelles et des goûts qui ne sont pas nécessairement très socialement discriminants en fait? Alors, cela s'explique déjà par la massification de l'enseignement, par le fait qu'on ait une culture de masse qui se soit diffusée à tous les milieux sociaux, notamment par le biais d'Internet, de la télévision, etc. Et on a d'autres instances de socialisation qui jouent un rôle très très important, hein. On pense au rôle de l'école, au rôle des médias, qui est à relier d'ailleurs à Internet et à la télévision. Et enfin, la mobilité sociale, on a quand même 2 individus sur 3, enfin 2 fils sur 3 qui vont changer de position sociale par rapport au père. Cela a nécessairement un impact sur leur comportement, leur représentation, leur pratique. Alors d'un autre côté, remettre en cause totalement la structuration de la société en classe, c'est problématique parce qu'on a toujours des inégalités de salaire, des inégalités de revenus, des inégalités de niveau de vie et des inégalités de patrimoine, hein. Notamment depuis les années 80 et la fin des 30 Glorieuses, les inégalités économiques ont arrêté de diminuer, hein. Compte tenu du pouvoir d'achat des ouvriers, il leur fallait 29 ans en 1955 pour atteindre le niveau de vie des cadres. En 2013, il leur fallait 166 ans. En 2016, M. Plassal, PDG de Carrefour, a perçu l'équivalent de 700 années de SMIC. Un cadre percevait en moyenne, ou perçoit d'ailleurs encore de nos jours, un salaire 2,5 fois plus élevé qu'un ouvrier. Les 10% des ménages les plus riches concentrent environ la moitié du patrimoine total des ménages. Louis Chauvel n'hésite pas à parler de gouffre béant entre ouvriers et cadres supérieurs. Dans ces conditions, il est quand même difficile d'affirmer qu'on n'a plus d'inégalités économiques, et si on a encore des inégalités économiques, il y a une probabilité non négligeable pour qu'il y ait encore une forme de structuration de la société en classe sociale. Je vous renvoie à la vidéo sur les inégalités économiques et les inégalités sociales pour approfondir cela. D'autant plus qu'on a encore des comportements de classe et des styles de vie qui sont très différenciés, hein. La convergence en matière de pratiques de consommation, franchement, elle est discutable. Le fait d'aller au musée, d'aller visiter des expositions, d'aller au théâtre, c'est toujours socialement très inégalitaire, hein. Les cadres y vont beaucoup plus souvent que les ouvriers, hein. Ils sont également beaucoup plus équipés, par exemple, en biens de production durable tels que les automobiles, que les employés, hein. Et de toute façon, les inégalités sociales sont très subtiles. Même si le taux de départ en vacances augmente, les destinations ne sont pas les mêmes. Même si le taux d'équipement en voiture des ménages notamment augmente, ils n'achèteront pas les mêmes modèles. Donc autrement dit, il faut même se méfier des statistiques, parce que quand on rentre dans les détails, on voit encore qu'il y a des pratiques culturelles, qu'il y a des subtilités en fait qui sont encore très très présentes. D'autant plus que les classes sont toujours présentes, on pense notamment à la grande bourgeoisie. La grande bourgeoisie se distingue toujours des autres classes au niveau matériel, là je vous renvoie au Capital économique de Bourdieu. Elle se distingue également des autres classes de par son statut social et sa conscience de classe, ce que Marx appelait la classe pour soi. La grande bourgeoisie a vraiment conscience de son prestige, de sa position spécifique par rapport aux autres classes sociales. Elle a des pratiques culturelles qui n'ont pas grand-chose à voir avec celles que monsieur tout le monde peut pratiquer. Elle met en place des moyens pour perdurer, que ce soit les rallyes ou même les rallyes confitures dès le plus jeune âge, que ce soit des établissements scolaires privés très prestigieux, des clubs ou des cercles hyper sélectifs avec quelquefois des tickets d'entrée excessivement élevés où il faut payer plusieurs milliers d'euros pour rentrer. Ils ont des logiques d'entre-soi et des pratiques homogamiques qui font que les conjoints sont issus de la grande bourgeoisie, leurs enfants le resteront, etc., etc.